BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Il y a tout juste un an, le créateur américain Michael Kors faisait ses débuts à la bourse de New York avec un gain de plus de 20% pour sa première journée de cotation. Et l'euphorie n'aura pas été de courte durée, puisque Michael Kors est en effet l'une des réussites boursières et financières de cette année 2012. Une belle histoire qui a aidé à créer toute une vague à la fois de designers désirés d'en faire autant, mais également d'investisseurs à l'affût de telles pépites. Elsa Berry, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la fondatrice et managing director de Vendôme Global Partners, je vais y arriver, c'est une banque d'investissement spécialisée dans les fusions-acquisitions dans le secteur du luxe tout particulièrement et les produits de consommation. Alors, on vous connaît bien ici aux États-Unis, à New York, vous avez travaillé pour plusieurs banques. Est-ce que c'est justement cette nouvelle vague qui vient d'être créée, qui se crée, dont j'en parlais en introduction, qui vous a poussé, entre autres, à voler de vos propres ailes, c'était pas la première fois, mais pour créer un lien le plus tôt possible entre les marques et les investisseurs? J'aime pas dire que je suis des modes, donc je préfère créer les modes. Oui. Et c'est vrai que Michael Kors a créé ce qu'on appelle l'effet Michael Kors, parce qu'aujourd'hui c'est un multiple de 40 sur les bénéfices. Oui, et tout le monde veut être à nouveau Michael Kors, mais par contre... mais il y en a beaucoup, pas, des pépites comme ça? Non, il n'y en a pas beaucoup, mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'identifier pourquoi un Michael Kors a réussi comme il a réussi, ouais. Et essayer d'identifier en fait les facteurs d'innovation et de croissance, parce qu'en fait c'est ça, c'est la croissance, c'est les marges, mais c'est aussi l'innovation. Alors Vendôme Global Partners, c'est un peu back to the future, parce que je suis un peu une serial entrepreneur. C'est ce que je vais dire, et donc je vais créer... démarrer comme ça. Exactement. Juste quelques années après HEC, j'avais créé Vendôme premier, avec des bureaux à Paris, à Stuttgart et à New York, et qui a été racheté par BNP Paribas, où j'ai passé après 20 ans. Et là, je voulais vraiment recommencer, parce que j'ai donc 30 ans d'expérience du M&A, je sais ce que c'est que le M&A. Vous avez gardé les contacts. J'ai des relations, mais j'ai surtout une passion pour le M&A et les marques. Et donc Vendôme est spécialisé dans le luxe et tous les produits de consommation qui ont des marques. Parce que les marques, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça aussi qui crée un intérêt au niveau mondial. Et dans Vendôme, le nom, il y a Global, parce que je pense que le monde d'aujourd'hui est un monde global. Tout le monde le dit, mais nous, on le vit. Et en fait, les sociétés jeunes qui démarrent aux États-Unis ou ailleurs, beaucoup plus tôt qu'avant, elles pensent tout de suite à comment tabler, développer sur d'autres marchés. C'est marrant ça, on voit qu'effectivement ça commence de plus en plus tôt. Comment ça s'explique ça? En partie l'Internet, en partie l'émergence de nouveaux marchés. Les Chinois, les Brésiliens qui voyagent partout et qui sont des nouveaux consommateurs et qui sont très à l'affût de ces marques. Et puis la réalisation qu'en fait, on peut être intéressant quand on a trouvé une démarche ou un produit ou une marque qui accroche et qui communique bien avec un certain type de consommateurs, d'intéresser d'autres marchés. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est donc d'identifier ces marques, de les suivre très tôt. Il faut qu'elles soient créatrices, qu'elles innovent, et puis de les aider à rencontrer le mariage parfait stratégique, donc avec des grands groupes stratégiques qui eux-mêmes cherchent beaucoup l'innovation. Ça ne veut pas dire qu'elles n'innovent pas, elles innovent à leur façon, dans leur structure, mais il y a tellement de choses et de créations qu'aujourd'hui, elles sont toujours à l'affût d'autres créations, d'autres façons de parler au consommateur, à la consommatrice. Alors, quels sont les marchés les plus porteurs, en tout cas, si on regarde un petit peu sur les zones géographiques, est-ce que les États-Unis, c'est encore un marché qui est très actif ou le marché américain est très actif en M&A en général, et aujourd'hui on constate une espèce de revival, de renouveau de New York dans le monde du fashion, de la mode, des accessoires, Los Angeles aussi. Donc il y a beaucoup de créations ici. C'est pour ça que c'est important pour vous de exactement, faire ça ici, New York, c'est un peu une place qui compte, mais en même temps, il y a des choses incroyables qui se passent en Chine. Ça toujours, parce que si on regarde un petit peu ce qui se dit à droite et à gauche, on parle beaucoup de l'essoufflement de la Chine, on s'interroge sur le potentiel. Vous le sentez pas, ça? Pas vraiment. Vous savez, quand on a des taux de 6 à 8% de croissance, c'est un peu strict, c'est quand même très bien, et c'est surtout une taille de marché tellement énorme et une évolution qui n'en est qu'à ses débuts. Donc la taille et le fait du démarrage de ce marché, et puis ce sont des gens qui sont sophistiqués, qui voyagent et qui sont intéressés. Donc ça se traduit maintenant peu à peu à partir des consommateurs, mais aussi dans le métier du M&A, parce que les Chinois traditionnellement avaient des licences de marques européennes ou américaines. Ces marques sont reprises maintenant par leurs propriétaires déjà, et donc les sociétés, les opérateurs en Chine cherchent à avoir leur propre marque pour évidemment les développer en Chine
Et donc c'est un très gros élément du marché. Les Brésiliens aussi voyagent beaucoup. Je pense que c'est un gros marché. Donc nous, on établit des relations stratégiques avec des partenaires en Europe, au Brésil et en Chine. Donc on a des gens sur place dans ces marchés et on travaille de manière extrêmement fluide avec le monde. Ouais. Et quand on vend une société, nos acheteurs, c'est pas juste les grands groupes stratégiques, c'est aussi des family offices, c'est aussi des acheteurs un peu cachés, pas naturels, qu'on connaît au Moyen-Orient, en Chine, au Brésil, et c'est formidable, c'est passionnant. Alors justement, ça se passe comment en ce moment, hein? Vous allez démarrer, je crois, cet été. Cet été, comment oui. Vos affaires, est-ce que vous allez travailler sur de nombreux dossiers? Alors je ne vais pas vous demander de nom, bien entendu. Pas encore, mais pas encore, on peut pas encore en parler de nom. Mais on a, parmi nos projets, on a un dossier de vente de société de montres suisses de luxe. Ouais. Et on attend d'ailleurs les offres finales en janvier. Et je suis impressionnée par l'intérêt des groupes stratégiques mondiaux. Donc ce n'est pas juste les évidents auxquels on peut penser, mais les groupes mondiaux qui s'intéressent à une société, donc une belle société, mais qui est en Suisse. Et donc, knock on wood, comme on dit, on croise les doigts, et j'espère, mais on est très contents. On a des dossiers dans la beauté, on a des dossiers dans la mode, donc on est très contents d'être débordés. Alors vous qui êtes au contact comme ça d'investisseurs, mais également de professionnels dans ce secteur, est-ce que vous sentez quelques inquiétudes par rapport à ce qui se passe en ce moment, en tout cas ici aux États-Unis, avec ce dossier de la falaise fiscale? On en parlait avec nos premiers invités. Oui. Est-ce que vous sentez un petit peu une frilosité vis-à-vis de... Le marché, pas du tout. Le marché du M&A est toujours sensible à la volatilité, à l'incertitude. Donc je pense que c'est ça le plus gros problème. Évidemment, dans le pire scénario, l'impact au niveau des plus-values aura un impact sur le M&A. Aujourd'hui, le mois d'octobre vient d'annoncer des résultats fantastiques. Les prévisions sont positives. Le marché américain reprend. Donc l'incertitude est un problème. Mais sinon... l'année 2013 devrait être une bonne année. Oui, vous êtes optimiste Optimiste, ouais. Avec toujours des poches positives et négatives, mais globalement plutôt optimiste. L'Europe étant un grand souci pour moi personnellement, parce que j'adore l'Europe et la France, ouais. Mais pour le monde, hein, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'acheteurs qui viennent en Europe que l'inverse en ce moment. Mais la reprise se confirme, je pense, aux États-Unis. Et puis la Chine continue à être un moteur phénoménal. Alors Lisa, vous êtes également, je disais en introduction, la présidente de la Chambre de commerce franco-américaine. Grand rendez-vous la semaine passée, lundi dernier, ici à New York, sur le thème de l'impact de la loi Copé-Zimmermann. Quel a été le bilan de cette conférence organisée? Une superbe conférence. On a eu Véronique Morali qui est venue de France, Bertrand Richard de Spencer Stuart, on avait 4 panélistes, Sophie Lélias. Et on a parlé en fait du problème des quotas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et on s'est tous mis d'accord pour dire qu'au moins ça avait permis une discussion. Alors la loi Copé-Zimmermann vise à avoir 40% de membres des CAC 40 et des sociétés de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en femmes. Et aujourd'hui, donc la loi... Pardon? On y arrive ou on y est loin? On en est à 23% à juillet 2012. Ouais. Et donc, c'est difficile maintenant parce qu'il n'y a pas assez de candidates. Ouais. Il manque à peu près 600 à 1000 femmes. Et comme les mandats en France sont limités à 5, il faut forcément se tourner ailleurs. Et donc, la Chambre de commerce franco-américaine, on a 4000 membres aux États-Unis. On pense qu'on devrait pouvoir proposer un certain nombre de candidates avec des profils pas toujours les mêmes d'ailleurs. Ouais. C'est un des problèmes qu'on a débattu. C'est que si on ne cherche que des personnes qui viennent du C-suite, donc CEO, on se restreint un peu beaucoup. En même temps, le networking homme n'est pas forcément le même que le networking femme. Ouais. Et donc on a eu un débat très intéressant pour savoir comment est-ce qu'on peut finalement chercher d'autres types de femmes ailleurs qu'en France. Et puis, venant peut-être du monde entrepreneurial, venant du monde du retail, venant d'autres univers. Venant des États-Unis? Venant des États-Unis, ouais. Du moment qu'elle parle français, c'est sans doute une obligation. Mais je pense que, vous savez, une société en France aujourd'hui, CAC 40, elle a des investisseurs globaux. Donc, c'est normal de penser avoir un board global. Les marchés sont globaux. Donc on pense que vraiment c'est un sujet très intéressant qu'on va continuer à développer. Et vous allez travailler justement, organiser des conférences dans ce sens des ateliers de travail, des conférences, comment est-ce que les femmes doivent se positionner, comment est-ce qu'il faut qu'elles demandent, qu'elles fassent savoir qu'elles sont intéressées, quel genre de profil mettre en avant, et puis créer en fait un mouvement de prise de conscience, parce qu'aux États-Unis, on en parle toujours, sur les sociétés Fortune 500, il n'y a que 15% de femmes au board, et 10% de ces sociétés n'ont pas de femmes du tout.
Ouais. Donc finalement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire encore. Et exactement. Heureusement que vous êtes là pour pousser les choses et pousser le dossier. Merci beaucoup Elsa Berrien. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la banque d'investissement Vendôme Global Partners, également la présidente de la Chambre de commerce franco-américaine. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, l'essentiel de l'info.